Tout ça pour vous dire que de toute façon, pas de démarche diagnostique sans évaluation fonctionnelle, et il ne faut pas prétendre mettre en œuvre un projet personnalisé auprès d'un enfant si l'évaluation fonctionnelle n'est pas faite et mise à jour régulièrement. Donc on va d'abord vous parler des études qu'on mène en ce moment sur le niveau 2, niveau 3. Quelques mots sur les recommandations très rapides, puisqu'on en a déjà parlé ce matin. Ensuite, on va présenter les critères cliniques du diagnostic, puis les classifications, les handicaps associés et les comorbidités, diagnostic différentiel. On abordera les outils complémentaires à la démarche diagnostique, à la démarche clinique diagnostique, et on terminera sur la consultation d'annonce. Donc, les niveaux du diagnostic. On a déjà parlé du 3e plan qui structure l'accès au diagnostic en 3 niveaux. Alors, niveau 1, dépistage, on voit bien ce que c'est. Niveau 2, diagnostic simple. Niveau 3, diagnostic complexe. C'est moins précisé et on ne trouve pas tellement de précision dans les textes. On en parle tout le temps, mais qu'est-ce qu'on met derrière? On n'a pas trouvé grand-chose. Donc, on a décidé de faire un travail avec une ambition régionale pour nous aider ensuite à structurer, parce qu'une fois le niveau 2 déployé, encore faut-il orienter convenablement les gens selon la complexité. Donc, on s'est réunis entre équipes des UEDE et on a décidé d'essayer de clarifier ça. Alors, on a défini des critères, ce qui nous semble être des critères potentiels de complexité. Il y a une série de critères qui concernent la personne elle-même qui va avoir le bilan, et une série de critères qui concernent le contexte. Alors, les critères potentiels de complexité, en fonction de ce que la personne présente, eh bien, c'est quand il y a association à un ou plusieurs autres handicaps, des handicaps sensoriels, moteurs, et puis ça peut être aussi un autre trouble neurodéveloppemental, au premier rang desquels on va mettre le retard mental important. On l'a déjà dit, mais ça n'est pas inhérent au TED, le retard mental. Quand c'est présent, ça compte aussi de façon importante, tant en termes de complexité diagnostique que de complexité d'accompagnement. Ensuite, il y a l'association à certaines maladies, en particulier les épilepsies sévères. L'épilepsie est une maladie assez fréquemment associée au TED. Elle peut être bien stabilisée avec le traitement, ou il y a des formes d'épilepsie sévère, et dans ce cas-là, ça peut rendre la démarche diagnostique plus complexe. À l'opposé des situations où il y a un retard mental important, il y a les situations où il y a un développement intellectuel normal, voire des éléments de précocité. Ça aussi, ça peut rendre les choses compliquées, surtout qu'il y a souvent des comorbidités psychiatriques associées. Un autre élément de complexité, c'est quand il y a déjà un membre de la fratrie ou de la famille nucléaire qui s'est vu attribuer un diagnostic de TED et ou de schizophrénie. Et puis les diagnostics différentiels avec la schizophrénie chez l'adolescent et le jeune adulte, ça peut être complexe. Ensuite, on a réfléchi que la complexité pouvait également être liée au contexte. C'est les situations où il peut y avoir des désaccords, voire des conflits sévères, qui peuvent exister dans l'environnement de la personne, concernant les modalités d'accompagnement, voire même concernant la réalisation du bilan. Donc ça peut arriver. Il peut y avoir par exemple des parents qui ne sont pas du tout d'accord, et donc ça peut être un élément de complexité, ou bien des conflits très sévères entre parents et intervenants professionnels. Tout ça, ça complique les choses. Voilà, donc la méthodologie ensuite qu'on s'est donnée pour essayer de vérifier la pertinence de ces critères, eh bien, à l'analyse des demandes de bilan qui est réalisée au sein des UED dès que ces demandes sont complètes, les praticiens attribuent une cotation, une hypothèse. Ils se disent ça c'est plutôt simple, ça c'est plutôt compliqué, et à la fin du bilan, ils reviennent sur leur hypothèse et ils notent si elle est confirmée ou pas. Et ensuite, on va analyser ces résultats après une certaine durée de relevé. Donc, le diagnostic chez l'enfant.
2005, les 2 niveaux de recommandation pour le dépistage, niveau 1, pour le diagnostic, les niveaux 2 et 3. Ensuite, en 2011, une recommandation concernant le diagnostic chez l'adulte. Alors, comme je vous le disais ce matin, le diagnostic chez l'adulte, c'est un énorme chantier actuellement, parce qu'il y a énormément de rattrapage à faire. 3 populations cibles ont été définies. Les adultes qui vivent en établissement ou à domicile et qui sont handicapés mais qui n'ont jamais été repérés comme porteurs d'un TED. Les adultes connus bénéficiant d'une place mais dont il faut revisiter le diagnostic parce qu'il a été porté très longtemps avant. Et enfin, les personnes adultes qui se posent la question ou dont l'entourage se pose la question d'un éventuel autisme de haut niveau ou syndrome d'Asperger. Il y en a beaucoup actuellement, hein. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là, avec des demandes très très légitimes. De tout âge. Avec ma petite expérience à l'unité d'évaluation diagnostique, on a des personnes qui demandent un diagnostic pour elles-mêmes de 20 ans parce que la scolarité est difficile, jusqu'à, j'ai fait récemment une restitution pour une dame qui avait 61 ans. Et pour autant, ça avait du sens pour elle de faire cette démarche. Oui. Ils étaient tous soulagés de l'annonce du diagnostic et ça mettait un mot sur des difficultés qui ont été ressenties tout au long de la vie, depuis qu'ils étaient tout petits, avec une scolarité difficile, des relations très tendues, stigmatisation, c'était un soulagement. Ça prolonge un petit peu le débat qu'on avait en fin de matinée. Ouais. Hein. Et donc, dans les recommandations, il y a 2 versants à la démarche. Il y a le versant du diagnostic, médical, clinique, etc. Et il y a toujours, là aussi, l'importance de l'évaluation fonctionnelle pour apprécier les ressources de la personne, pour l'aider dans son projet de vie, d'intervention, etc. Et se souvenir aussi que chez l'adulte, les signes d'appel, ils ne sont pas très spécifiques et que les tableaux, ils peuvent avoir pas mal évolué. Donc, il va là aussi falloir revenir sur le passé, puisqu'on est sur des troubles neurodéveloppementaux, donc il faut toujours un retour sur comment le développement s'est fait. C'est ce qui est très utile, vous verrez tout à l'heure, dans le diagnostic différentiel.